Clara observait son frère Julien recevoir les félicitations de leurs parents pour son admission en école de commerce. À 15 ans, elle s'était habituée à être invisible dans cette maison bourgeoise de Lyon. « Nous sommes si fiers de toi », s'exclamait leur mère Véronique en serrant Julien dans ses bras. Ancienne hôtesse de l'air, elle gardait cette élégance artificielle qui ne supportait aucune imperfection. Clara ajusta discrètement sa jambe droite. Depuis son accident de vélo à 8 ans, elle boitait légèrement, sa jambe était restée 2 cm plus courte. Cette différence minuscule obsédait sa mère. « Clara, tiens-toi droite », lui lança Véronique sans même la regarder. « Et va aider en cuisine au lieu de traîner ici. » Son père Michel leva brièvement les yeux de ses dossiers financiers. L'entreprise textile familiale perdait des clients chaque mois, et les rides creusaient son visage. Il acquiesça distraitement à l'ordre de sa femme. Clara boitilla vers la cuisine, habituée à ces humiliations quotidiennes. Dans le couloir, elle croisa la photo de famille prise l'année dernière, Julien au centre, souriant, leurs parents l'encadrant fièrement. Elle-même apparaissait sur le côté, presque coupée du cadre. « Ma petite chérie », murmura une voix douce derrière elle. Mémé Louise, sa grand-mère paternelle, lui tendit les bras. Ancienne couturière, elle était la seule à voir Clara vraiment. « Viens, je vais te montrer un nouveau point de couture. » Dans la chambre de Mémé Louise, Clara retrouvait enfin la paix. Les mains expertes de sa grand-mère guidaient les siennes sur le tissu délicat. « Tu sais, ma chérie, les plus belles créations naissent souvent des accidents, » murmura Mémé Louise en observant le travail minutieux de Clara. « Ton petit défaut de jambe, il t'apprend la compassion. C'est un don. » Clara sourit timidement. Ici, sa différence devenait presque précieuse. Le lendemain, les résultats scolaires tombèrent. Clara avait redoublé sa seconde, le stress familial l'empêchait de se concentrer. Sa mère l'attendait dans le salon, le bulletin à la main. « Redoublement », dit Véronique d'une voix glaciale. « Au moins, avec ta jambe, personne n'attend grand-chose de toi. » Ces mots frappèrent Clara comme une gifle. Elle monta dans sa chambre, s'effondra sur son lit et pleura en silence. Par la fenêtre, elle voyait les autres adolescents courir dans la rue, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais faire normalement. Mais dans un coin de sa chambre trônait la machine à coudre que Mémé Louise lui avait offerte. Clara s'en approcha, caressa le métal froid. Ses doigts tremblaient encore, mais quelque chose en elle refusait d'abandonner. Demain, elle irait voir les formations en couture. Sa mère avait peut-être raison, on n'attendait rien d'elle. Mais peut-être était-ce exactement la liberté qu'il lui fallait pour construire sa propre voie. La nuit tombait sur Lyon, et Clara sentait naître en elle une détermination fragile mais réelle. Sa différence, sa boiterie, ses échecs, tout cela pourrait-il devenir la fondation de quelque chose de plus grand? Elle l'ignorait encore, mais cette nuit marquait le début de sa vraie vie. 2 ans plus tard, Clara poussait la porte du centre de formation professionnelle avec une boule au ventre. À 17 ans, elle s'apprêtait à intégrer un CAP couture, le seul choix que sa mère avait jugé adapté à ses capacités limitées. L'odeur de tissu et le ronronnement des machines à coudre l'accueillirent. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sourit. Ici, sa boiterie ne semblait pas si importante. « Vous êtes la nouvelle ?» Une femme asiatique d'une 50aine d'années l'observait avec des yeux perçants. « Je suis Madame Chen. Vous allez faire votre apprentissage dans mon atelier. » L'atelier de Madame Chen se trouvait dans le quartier populaire de Lyon. Contrairement aux boutiques chics du centre-ville, ici régnait une atmosphère de travail authentique. Des robes de mariée côtoyaient des uniformes d'école, des costumes d'hommes pendaient près de rideaux colorés. « Le travail bien fait n'a pas de jambes », déclara Madame Chen en regardant Clara boitiller vers sa table de travail. « Ici, seules vos mains comptent. » Ces mots libérèrent quelque chose en Clara. Pour une fois, on ne la définissait pas par son handicap. Les premières semaines furent un calvaire. Clara cassait les aiguilles, se piquait constamment, et ses coutures ressemblaient à des lignes d'écriture d'un enfant de 6 ans. Madame Chen ne faisait aucune concession. « Recommencez », ordonnait-elle impitoyablement. Une couture de travers, c'est un client perdu. Clara pleurait souvent de frustration. Madame Dupuis, une cliente exigeante,
avait même refusé sa retouche de robe, forçant Madame Chen à refaire le travail gratuitement. Mais Clara persistait. Chaque soir, elle rentrait chez elle épuisée, les doigts couverts de pansements, pour affronter les commentaires acides de sa mère. « Tu te tues à la tâche pour des miettes », lui disait Véronique. « Avec ton avenir bouché, au moins ne nous fais pas honte. » Le stress familial s'intensifiait. L'entreprise de son père licenciée, les fins de mois devenaient difficiles. Michel travaillait tard, Véronique buvait un verre de vin de plus chaque soir, et Julien brillait toujours en école de commerce. Clara trouvait refuge dans l'apprentissage. Ses mains gagnaient en précision, ses coutures devenaient nettes. Madame Chen commençait à lui confier des tâches plus complexes. « Vous avez du potentiel », lui dit-elle un jour. « Mais il faut apprendre la patience. Rome ne s'est pas construite en un jour. » Un matin de décembre, Clara sentit le monde tourner autour d'elle. Elle travaillait 50 heures par semaine entre formation et apprentissage, dormait mal à cause des tensions familiales, et ne mangeait presque plus par stress. Elle s'effondra sur sa machine à coudre. Madame Chen se précipita vers elle, son visage sévère soudain empli d'inquiétude. « Petite sotte. Vous vous tuez au travail. » Dans l'ambulance, Clara regardait défiler les rues de Lyon. Sa vie allait-elle toujours ressembler à ça? Fuir un problème pour tomber dans un autre? Mais au fond de son cœur, quelque chose avait changé. Pour la première fois, elle avait trouvé un endroit où ses mains valaient plus que ses jambes. Clara ouvrit les yeux sous les néons blancs de l'hôpital. Sa tête battait encore, mais quelque chose d'inhabituel capta son attention. Un homme en blouse blanche l'observait avec une douceur qu'elle n'avait jamais vue chez un soignant. « Bonjour, je suis Thomas Moreau, infirmier spécialisé en rééducation », dit-il avec un sourire sincère. « Comment vous sentez-vous » Clara remarqua immédiatement sa voix grave et rassurante. Thomas avait 28 ans, des mains solides marquées par le travail, et cette simplicité naturelle qui trahissait ses origines modestes. « Fatiguée » murmura-t-elle en essayant de s'asseoir. Sa jambe plus courte la fit grimacer. Thomas l'aida avec des gestes précis mais délicats. Il avait grandi à Villeurbanne dans une famille ouvrière, son père métallurgiste, sa mère femme de ménage. Les bourses d'études l'avaient mené jusqu'aux soins infirmiers, mais jamais il n'avait oublié d'où il venait. Épuisement et stress, diagnostiqua le médecin. Il faut lever le pied, mademoiselle. Mais Clara ne pouvait pas se permettre d'arrêter. Madame Chen l'attendait à l'atelier, sa formation ne souffrait aucun retard. Je dois reprendre le travail demain, dit-elle fermement. Thomas fronça les sourcils. Il reconnaissait cette détermination désespérée, celle des gens qui n'ont pas le choix. Vous boitez depuis longtemps, demanda-t-il sans pitié dans la voix, juste de la curiosité professionnelle. Clara se raidit. D'habitude, les gens évitaient le sujet ou la regardaient avec gêne. Accident de vélo à 8 ans. Ma jambe droite est plus courte. Ça vous fait mal au dos? Personne ne lui avait jamais posé cette question. Clara acquiesça, surprise. Je peux vous montrer quelques exercices. Ça aide. Les semaines suivantes, Clara revint à l'hôpital pour des séances de kinésithérapie. Thomas lui apprenait à corriger sa posture, à soulager les tensions dans son dos. Mais surtout, il l'écoutait. Il lui racontait sa propre adolescence difficile, trop maigre, complexée, rêvant de devenir médecin mais sans les moyens financiers. Clara découvrait qu'on pouvait transformer ses faiblesses en force. « J'aurais aimé faire médecine », avoua Thomas un jour en guidant les étirements de Clara. « Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?»« L'argent. Mes parents avaient besoin que je travaille rapidement. » Clara comprit qu'elle n'était pas la seule à avoir des rêves contrariés par les circonstances. Leur conversation s'allongeait. Thomas travaillait de nuit, souvent fatigué, parfois impatient quand Clara doutait d'elle-même. Il n'était pas parfait, il envoyait de l'argent à ses parents retraités et vivait chichement dans un studio. Mais il voyait Clara. Vraiment. Un soir de printemps, alors qu'elle avait 18 ans, Thomas l'accompagna jusqu'à l'arrêt de bus. « Vous savez, votre boiterie, elle vous rend plus attentive aux autres. C'est rare. » Clara sentit son cœur s'emballer. Personne ne lui avait jamais dit que sa différence pouvait être précieuse. « J'aimerais vous inviter à prendre un café, » dit Thomas,
soudain intimidée. Clara sourit pour la première fois depuis des mois. Ce n'était pas le prince charmant des contes de fées. Thomas était fatigué, inquiet pour ses parents, et gagnait modestement sa vie. Mais il l'aimait telle qu'elle était. Oui, répondit-elle simplement. Dans le bus qui la ramenait chez elle, Clara regardait Lyon défiler par la fenêtre. Sa vie prenait enfin un sens. Elle avait trouvé quelqu'un qui ne voulait pas la changer. 2 ans d'apprentissage patient les attendaient avant qu'ils osent parler d'avenir ensemble. Mais cette soirée marquait le début de quelque chose de vrai. 3 ans plus tard, Clara contemplait la vitrine poussiéreuse du petit local rue de la République. À 21 ans, mariée civilement à Thomas avec Mémé Louise comme seul témoin familial, elle s'apprêtait à réaliser son rêve le plus fou, ouvrir son propre atelier. Thomas, maintenant âgé de 30 ans, comptait et recomptait leurs économies sur la table de leur minuscule appartement de 35 mètres carrés en banlieue. 3 000 €, annonça-t-il. Plus le microcrédit social de 2 000. Ça suffira? Clara hocha la tête, le cœur battant. Le loyer du local coûtait 400 € par mois, une somme astronomique pour un couple qui mangeait des pâtes 4 soirs par semaine. Thomas travaillait 12 heures de nuit à l'hôpital et acceptait toutes les gardes supplémentaires pour financer leur projet. Ses parents retraités à Villeurbanne recevaient encore 100 € chaque mois, ils ne pouvaient les abandonner. L'installation fut un parcours du combattant. Clara transporta elle-même les machines d'occasion, sa boiterie la ralentissant à chaque voyage. Madame Chen lui avait prêté du matériel et promis de lui envoyer ses clients en débordement. Le quartier n'est pas terrible, observa Thomas en regardant les commerces voisins, un kebab, un bureau de tabac, une laverie automatique. C'est parfait, répondit Clara. Les gens d'ici ont besoin de retouches abordables. Les premiers mois furent un cauchemar. Clara passait 10 heures par jour dans son atelier pour gagner à peine 600 € mensuels. Thomas rentrait épuisé de ses nuits d'hôpital, dormait 4 heures, puis repartait travailler. Leurs rares soirées ensemble se résumaient à des calculs anxieux sur un carnet usé, loyer, électricité, nourriture, remboursement du crédit. Ils ne sortaient jamais, n'achetaient rien d'inutile. La clientèle se faisait attendre. Clara avait tapissé le quartier d'annonces, mais la concurrence des grandes enseignes était rude. Quand enfin une première cliente poussa sa porte, Madame Ben Ali, une voisine âgée, Clara trembla tellement qu'elle rata la retouche d'ourlet. C'est de travers, constata Madame Ben Ali sans méchanceté. Clara recommença gratuitement, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, elle pleura contre l'épaule de Thomas. J'y arriverai jamais. Si, dit-il fermement. Madame Chen n'aurait pas investi en toi si elle ne croyait pas en ton talent. Progressivement, Clara trouva sa voie. Elle se spécialisait dans les retouches pour personnes âgées ou handicapées, sa propre boiterie lui permettait de comprendre leurs besoins spécifiques. Madame Ben Ali la recommanda à ses amis. Le bouche à oreille fonctionnait lentement mais sûrement. Un matin de printemps, en ouvrant sa caisse, Clara découvrit qu'elle avait gagné 800 € le mois précédent. Pour la première fois depuis l'ouverture, elle et Thomas purent s'acheter un repas au restaurant, un menu à 15 € qu'ils partagèrent comme un festin. Tu y arrives, murmura Thomas en la regardant savourer chaque bouchée. Clara sourit. Ses mains étaient calleuses, son dos la faisait souffrir à force de se pencher sur sa machine, et elle n'avait plus de vie sociale. Mais cet atelier minuscule lui appartenait. Ici, elle créait, réparait, rendait service. Thomas et elle formaient une équipe soudée par la nécessité. Ils s'endormaient épuisés et se réveillaient déterminés. Leur amour n'avait rien de romantique, c'était une alliance de survie qui les rendait plus forts. 18 mois après l'ouverture, Clara gagnait enfin 1 200 € par mois. Pas de quoi s'enrichir, mais assez pour respirer. Elle ignorait encore que cette stabilité fragile allait bientôt être mise à l'épreuve par un fantôme de son passé. 4 ans s'étaient écoulés depuis l'ouverture de l'atelier. Clara, maintenant âgée de 25 ans, venait de terminer une retouche compliquée quand son téléphone sonna. Elle reconnut immédiatement la voix chevrotante de Mémé Louise. « Ma chérie, il faut que je te parle. Peux-tu venir ?» L'inquiétude dans la voix de sa grand-mère alarma Clara. Elle ferma boutique plus tôt et se rendit chez Mémé Louise, son cœur battant d'appréhension.
La vieille dame de 82 ans l'attendait dans son salon, une tasse de thé refroidie entre les mains. Ses doigts d'ancienne couturière tremblaient légèrement. Julien va se marier, annonça-t-elle sans préambule. Avec Amélie Dubois, la fille de l'industriel du textile. Clara sentit son estomac se nouer. Son frère, maintenant âgé de 29 ans, réussissait brillamment dans les affaires. Bien sûr qu'il épousait quelqu'un de son milieu. Les fiançailles ont lieu samedi prochain dans la propriété familiale, continua Mémé Louise. Toute la bourgeoisie lyonnaise sera présente. Clara hocha la tête, tentant de paraître détachée. Sa famille l'avait rayée de leur vie depuis son mariage avec Thomas. Pourquoi Mémé Louise lui parlait-elle de ses fiançailles? Tu n'es pas invitée, précisa douloureusement sa grand-mère. Ta mère, elle refuse même d'entendre prononcer ton nom. Les mots frappèrent Clara comme une gifle, même si elle s'y attendait. 4 ans de séparation n'avaient apparemment rien arrangé. Mais moi, je pense que tu devrais y aller, ajouta Mémé Louise d'une voix ferme. Clara écarquilla les yeux. Sa grand-mère devenait-elle sénile? Ta mère regrette, au fond d'elle-même. Elle est trop orgueilleuse pour l'admettre, mais je la connais. Si tu venais, peut-être que... Mémé, ils m'ont rejetée. Pourquoi irais-je me faire humilier? Parce que tu as réussi, ma chérie. Tu as un mari qui t'aime, un métier qui te rend fière. Tu n'es plus la petite fille blessée d'autrefois. Le soir même, Clara raconta la conversation à Thomas. Il était en train de préparer leur dîner, des pâtes aux légumes, leur ordinaire depuis des années, mais maintenant par choix plutôt que par nécessité. Son visage se durcit immédiatement. Tu n'iras pas, déclara-t-il fermement. Ils t'ont rejeté quand tu en avais besoin. Maintenant que tu vas bien, tu vas leur offrir l'occasion de recommencer? Thomas avait raison, Clara le savait. Mais quelque chose en elle, une part naïve qu'elle croyait morte, s'accrochait à l'espoir évoqué par Mémé Louise. Et si elle avait raison? Et si ma mère regrettait vraiment? Clara réfléchit. En 4 ans, elle aurait pu t'appeler, t'écrire, faire un geste. Elle ne l'a pas fait. Ils se disputèrent pour la première fois depuis longtemps. Thomas ne comprenait pas ce besoin de Clara de chercher l'approbation de sa famille. Clara ne comprenait pas pourquoi Thomas ne voulait pas lui donner cette chance. Pendant 3 jours, l'atmosphère fut tendue dans leur petit appartement. Clara travaillait distraitement, cousant et décousant les mêmes ourlets. L'image des fiançailles la hantait, Julien radieux, ses parents fiers, toute cette vie dorée dont elle était exclue. Le vendredi soir, Clara prit sa décision. Elle vida leur compte épargne, 150 €, et acheta une robe dans une boutique du centre-ville. Une folie qu'il ne pouvait pas se permettre, mais elle voulait paraître digne. « Je ne viens pas avec toi », annonça Thomas quand elle lui apprit sa décision. « Je sais. Je n'ai pas le droit de t'imposer ça. » Thomas la regarda longuement, puis soupira. « Si tu y vas, promets-moi une chose, au premier signe d'humiliation, tu pars. Tu ne leur donnes pas le plaisir de te détruire une seconde fois. » Clara promit, mais au fond d'elle-même, elle savait que cette promesse serait difficile à tenir. L'espoir est parfois plus fort que la raison. Le samedi matin, elle se prépara avec un soin méticuleux, ignorant les battements affolés de son cœur. Dans quelques heures, elle allait affronter son passé. La propriété familiale brillait de 1000 feux sous le soleil de juin. Clara gara sa vieille Clio entre les BMW et Mercedes des invités, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Sa nouvelle robe lui donnait une assurance fragile, mais sa jambe tremblait plus que d'habitude. 80 personnes élégantes évoluaient sur la pelouse impeccable, coupe de champagne à la main. Clara reconnut immédiatement le gratin lyonnais, industriel, avocat, médecin. Elle resta en retrait près des rosiers, observant de loin son frère Julien rayonner au bras d'Amélie, une blonde distinguée qui riait aux éclats. Ses parents recevaient les félicitations avec une fierté évidente. Son père Michel semblait avoir retrouvé sa superbe d'antan, l'entreprise familiale avait visiblement surmonté ses difficultés. Sa mère Véronique, élégante dans sa robe de soie bleue, jouait parfaitement son rôle de maîtresse de maison accomplie. Clara resta invisible 1 heure entière, se contentant d'observer cette vie dorée dont elle était bannie. Peut-être devrait-elle partir maintenant,
avant que... Qu'est-ce que tu fais là? La voix glaciale de sa mère la fit sursauter. Véronique se tenait devant elle, le visage durci par la surprise et l'embarras. Bonjour maman, murmura Clara, tentant un sourire. Mémé Louise m'a dit que tu regrettais. Louise dit n'importe quoi, coupa Véronique en jetant des regards nerveux autour d'elle. Tu ne devrais pas être ici. Plusieurs invités commençaient à regarder dans leur direction, intrigués par cette femme inconnue qui parlait à leur hôtesse. Maman, je voudrais qu'on se parle, insista Clara, s'accrochant à l'espoir fou d'une réconciliation. Se parler de quoi? Siffla Véronique, son ton montant dangereusement. De ta petite vie de couturière? Les mots frappèrent Clara comme une gifle, mais elle tint bon. Ce n'est pas une petite vie. J'ai construit quelque chose, j'ai des clients qui comptent sur moi. Construit, ricana sa mère, attirant maintenant l'attention d'une dizaine d'invités. Tu fais des ourlets dans un cagibi? Tu appelles ça construire? Clara sentit les regards se poser sur elle. Des murmures commençaient à naître parmi les invités les plus proches. Madame Dubois, la mère d'Amélie, observait la scène avec une curiosité hostile. Au moins, j'ai un mari qui m'aime, répliqua Clara, sa voix tremblant malgré elle. Un infirmier, cracha Véronique, perdant toute retenue. Tu aurais pu avoir mieux si tu n'étais pas, comme ça. Son regard méprisant glissa vers la jambe de Clara. Un silence pesant s'abattit sur la partie du jardin où elle se trouvait. Les conversations s'étaient arrêtées, tous les yeux fixés sur cette confrontation inattendue. Comme quoi? Demanda Clara, la voix brisée. Imparfaite? Exactement, explosa Véronique, ivre d'embarras et de rage refoulée. Tu n'es qu'une déception. Et maintenant tu viens embarrasser toute la famille devant nos amis. L'humiliation publique était totale. 80 pères Dieu observaient cette mère rejeter sa propre fille avec une cruauté inouïe. Julien s'approchait en courant, le visage horrifié, mais il était trop tard. Véronique, hors d'elle, poussa violemment Clara. Déséquilibrée par sa jambe plus courte, Clara perdit l'équilibre et bascula dans la fontaine ornementale. L'eau froide la saisit tandis que sa belle robe se trempait instantanément. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Clara se redressa lentement dans l'eau, ses cheveux ruisselants collés à son visage. Elle regarda sa mère, puis tous ces visages figés par la stupeur, et dit d'une voix claire qui porta dans le silence. Souvenez-vous de cet instant. Elle sortit de la fontaine avec toute la dignité qu'elle put rassembler, sa boiterie plus prononcée sur le sol mouillé. Personne ne bougea pour l'aider. Personne ne dit un mot. Clara traversa la pelouse sous les regards médusés, laissant derrière elle une traînée d'eau et un silence accusateur. Dans sa voiture, elle s'effondra enfin, tremblant de froid et d'humiliation. Thomas avait eu raison. Elle venait de donner à sa famille l'occasion de la détruire une seconde fois. Mais cette fois, elle était témoin. Et 80 personnes influentes de Lyon venaient de voir le vrai visage de Véronique Moreau. Thomas trouva Clara recroquevillée sur le canapé de leur petit appartement, encore vêtue de sa robe trempée. Elle fixait le mur d'un regard vide, comme si elle voyait encore les visages horrifiés des invités. Il s'agenouilla devant elle sans dire un mot. Sa colère contre cette famille toxique le rongeait, mais Clara avait besoin de réconfort, pas de reproches. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Tu avais raison. Chut. Ce qui compte maintenant, c'est de passer à autre chose. » Mais passer à autre chose s'avéra plus difficile que prévu. Le lundi matin, Clara découvrit que l'histoire s'était répandue dans Lyon comme une traînée de poudre. Les 80 témoins de la scène n'avaient pas gardé le silence. Dans les salons bourgeois de la ville, on ne parlait que de cette pauvre fille rejetée par sa propre mère. Certains plaignaient Clara, d'autres trouvaient son intrusion déplacée, mais tous colportaient l'histoire avec ce plaisir malsain qu'inspire le malheur des autres. Les conséquences ne tardèrent pas à se faire sentir. Madame Rivière, une de ses clientes les plus fidèles, annula sa commande de retouches. « Je ne veux pas être mêlée à cette histoire », expliqua-t-elle au téléphone, gênée mais ferme. D'autres suivirent. En une semaine, Clara perdit 30% de sa clientèle bourgeoise.
Ces femmes élégantes qui appréciaient ses services ne voulaient plus être associées à ce drame familial. Par solidarité de classe ou par simple embarras, elles préféraient s'adresser ailleurs. Thomas regardait sa femme compter et recompter leurs maigres rentrées d'argent. Le stress de Clara l'inquiétait plus que leurs difficultés financières. Elle dormait mal, sursautait au moindre bruit, et avait perdu l'appétit. « Tu ne peux pas te laisser détruire par eux », lui dit-il un soir en la trouvant en larmes devant sa machine à coudre. « Je me suis fait des illusions pendant 4 ans, » répondit Clara. « J'ai cru que j'avais réussi, que j'étais devenue quelqu'un. Mais ma mère a eu raison, je ne suis qu'une ratée. » Ces mots terrifiaient Thomas. Il voyait sa femme si forte sombrer dans un gouffre de doute qu'il ne savait comment combler. Les semaines passèrent dans une atmosphère pesante. Clara travaillait mécaniquement, mais la joie avait disparu de ses gestes. Elle qui trouvait du bonheur dans chaque retouche réussie ne voyait plus que l'échec de sa vie. Un matin d'août, Mémé Louise arriva à l'atelier, le visage ravagé par la culpabilité. « Ma chérie, je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais dû t'encourager à y aller. Ce n'est pas votre faute, Mémé. C'est moi qui ai été naïve. » La vieille dame s'effondra sur une chaise, vieillie de 10 ans en quelques semaines. L'humiliation publique de sa petite fille la rongeait. Elle qui avait toujours cru au fond bon de sa belle-fille découvrait l'étendue de sa cruauté. « Ta mère, elle a honte maintenant. » Plusieurs personnes lui ont fait comprendre que son comportement était inacceptable. « Trop tard », murmura Clara. « Le mal est fait. » Effectivement, le mal était fait. Mais pas seulement pour Clara. Véronique aussi subissait les conséquences de son geste. Dans son cercle social, les avis étaient partagés. Certaines femmes la soutenaient discrètement, estimant qu'une mère avait le droit de protéger sa réputation familiale. Mais d'autres, surtout celles qui avaient des filles, étaient choquées par une telle violence. Madame Dubois, la mère d'Amélie, avait ainsi confié à ses amis proches que ce comportement la faisait réfléchir sur cette alliance familiale. L'image parfaite que cultivait Véronique se fissurait. Clara l'ignorait, trop absorbée par sa propre chute. Elle envisageait sérieusement de fermer l'atelier. À quoi bon continuer quand chaque client qui partait lui rappelait son humiliation? Thomas rentrait chaque soir en redoutant de la trouver encore plus abattue. Il multipliait les heures supplémentaires pour compenser la baisse de revenus, mais surtout pour fuir cette atmosphère de défaite qui envahissait leur foyer. Un soir de septembre, Clara eut une crise d'angoisse si violente que Thomas dut l'emmener aux urgences. Le médecin diagnostiqua un épuisement nerveux et lui prescrivit un arrêt de travail. « Il faut consulter un psychologue », conseilla-t-il. Mais 50 € la séance représentait un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Clara touchait le fond, financièrement et psychologiquement. Elle qui avait réussi à se construire une vie malgré sa différence se retrouvait de nouveau cette petite fille boiteuse et rejetée. Dans son lit d'hôpital, elle ferma les yeux et souhaita ne plus jamais les rouvrir. Le déclic vint d'une phrase inattendue. Mémé Louise, désormais hospitalisée pour un chagrin qui rongeait sa santé fragile, serra la main de Clara et murmura. « Ma chérie, ta mère est malade de frustration depuis 30 ans. N'attrape pas sa maladie. » Ces mots simples frappèrent Clara comme une révélation. Assise dans cette chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique, elle comprit soudain qu'elle laissait la toxicité familiale l'empoisonner à son tour. « Je ne veux pas devenir comme elle », dit-elle à voix haute. Ce fut le premier jour du reste de sa vie. La reconstruction fut lente et douloureuse. Clara commença par vendre ses bijoux de mariage, une bague et des boucles d'oreilles héritées de sa grand-mère paternelle, pour se payer 3 séances avec une psychologue de l'hôpital public. « Vous n'êtes pas responsable de leur cruauté », lui répéta inlassablement la thérapeute. Leur rejet dit tous deux, « Rien de vous ». Les mots mettaient du temps à pénétrer, mais chaque séance déposait une graine d'espoir dans le terrain dévasté de sa confiance en soi. Thomas et elle participèrent également à un groupe de parole gratuit pour couples en difficulté. Là, Clara découvrit qu'il n'était pas seul. D'autres couples survivaient à des traumatismes familiaux, des problèmes d'argent, des blessures qui semblaient incurables. « Nous ne nous sommes jamais vraiment parlé de vos familles », réalisa Thomas lors d'une de ces séances. « J'ai voulu vous protéger, mais j'aurais dû vous écouter davantage. » Cette prise de conscience les rapprocha.
Ils apprirent à communiquer autrement, sans reproche ni jugement. Professionnellement, Clara dut réinventer son approche. Sa clientèle bourgeoise l'avait abandonnée? Elle se tourna vers d'autres femmes, celles que les couturiers chics ignoraient. Des femmes en fauteuil roulant qui cherchaient des vêtements adaptés. Des personnes âgées aux morphologies transformées par l'âge. Des mères célibataires qui avaient besoin de retouches rapides et abordables. Son atelier devint peu à peu un refuge pour toutes ces femmes invisibles du système. Clara comprenait leur besoin d'être vues, respectées, sublimées malgré leurs différences. « Vous avez des mains magiques », lui dit un jour Madame Karim, une femme d'origine algérienne dont Clara avait adapté une robe de soirée pour masquer une cicatrice. Ces compliments simples valaient tous les éloges de sa famille bourgeoise. Les rechutes furent nombreuses. Des semaines où Clara pleurait encore tous les soirs, des moments où elle voulait appeler sa mère, des crises d'angoisse qui la réveillaient en pleine nuit. Thomas apprit à reconnaître ces signaux et à l'accompagner sans jugement. 18 mois après l'humiliation publique, une lettre arriva. L'écriture de sa mère, hésitante sur l'enveloppe. Clara la garda 3 jours sur sa table de nuit avant de l'ouvrir. « Ma chère Clara, j'ai eu tort. Mon comportement était inexcusable. Si tu acceptais de me voir ?» Clara lut et relut ces quelques lignes maladroites. Sa première impulsion fut de courir chez ses parents. Thomas la regarda déchirer et recoller la lettre plusieurs fois. « Qu'est-ce que ton cœur te dit ?» demanda-t-il simplement. « Qu'elle n'est pas guérie. Et que moi non plus. » Clara rangea la lettre dans un tiroir. 6 mois plus tard, quand elle se sentit assez forte, elle écrivit une réponse. « Quand tu seras prête à voir qui je suis vraiment devenue, nous pourrons prendre un café. » Le livre se termine 3 ans après l'incident de la fontaine. Clara, maintenant âgée de 28 ans, dirige un petit atelier prospère spécialisé dans l'adaptation de vêtements. Thomas, 41 ans, a obtenu un poste de jour mieux rémunéré. Mémé Louise, remise de sa dépression, vient aider à l'atelier 2 fois par semaine, transmettant ses secrets de couture aux nouvelles apprenties. Ce matin-là, Clara regardait sa dernière création, une robe de mariée adaptée pour une jeune femme en fauteuil roulant. Le tissu fluide dissimulait parfaitement le siège tout en conservant l'élégance du modèle. « Elle sera magnifique », murmura Mémé Louise en admirant le travail. Clara sourit. Sa jambe la faisait toujours boiter, sa famille restait brisée, et certains jours demeuraient difficiles. Mais elle avait appris quelque chose d'essentiel, la famille qu'on choisit vaut parfois mieux que celle qu'on subit. Dans le miroir de son atelier, elle aperçut son reflet et n'eut plus honte de ce qu'elle voyait. Cette femme boiteuse aux mains calleuses avait trouvé sa place dans le monde.